Bonjour à tous. Vas-y. Je suis ravi de rejoindre ce webinaire avec mes collègues et de parler de thérapeutique contre l'infection à SARS-CoV-2. C'est un sujet qui est compliqué. J'ai fait peu de diapositives pour être très simple et donc je vais vous épargner tous les résultats des études internationales, mais j'ai résumé tout ça simplement en clinicien pragmatique, de savoir finalement qu'est-ce que vous devez connaître, qu'est-ce qui fonctionne au jour d'aujourd'hui sur le plan thérapeutique et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et comment finalement on peut prendre en charge un patient Covid sans trop de moyens et sans se poser trop de questions en étant efficace. On a maintenant un recul Oui, Bernard Saison-Loup, c'était d'un an heu, dans le monde entier, mais nous, en ah France, on n'a pas arrêté depuis un an de prendre en charge ces patients, et donc on a une bonne expérience. Alors, contrairement à la vaccinologie, on n'a pas pour l'instant de médicaments miraculeux contre la Covid-19. On a des tentatives, des choses qui nous aident, comme les corticoïdes sur lesquels on reviendra, mais on n'a pas trouvé la molécule antivirale efficace contre la Covid-19. Donc il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'études. Vous avez entendu parler des problèmes de méthodologie, des problèmes des études internationales, etc. Ça avance vite, c'est peut-être avancé un peu moins vite que la vaccinologie, mais l'organisation des études cliniques, elle est quand même complexe à l'échelle des continents. Et puis, il y a eu des options thérapeutiques qui n'ont peut-être pas été les bonnes, sur lesquelles on reviendra. Donc l'idée, c'est dans cet exposé, de rappeler les principes généraux quand même de la maladie pour bien comprendre comment utiliser les armes thérapeutiques à notre disposition et à quel stade de la maladie, ça c'est très important. Donc on va discuter de la post-exposition et de la phase précoce, à la phase virale de la maladie. Est-ce qu'on a éventuellement des médicaments qui seraient susceptibles d'interrompre la réplication virale, de diminuer la charge virale pour éviter que les gens fassent une forme grave ou limiter la transmission? Donc ça, c'est une piste intéressante. À la phase tardive, qui est une phase, on le reverra, plutôt inflammatoire, comment prendre en charge le patient avec des choses finalement assez simples. La place des anticoagulants qui est très importante, la place des antibiotiques, notamment en Afrique où le bon usage des anti-infectieux est un sujet où les bactéries multirésistantes sont un vrai problème. On a une consommation d'antibiotiques majeure et on s'en rend compte, nous, en France, quand on reçoit des rapatriements, des évacuations sanitaires d'Afrique où les malades reçoivent beaucoup, beaucoup d'antibiotiques sur lesquels il faudra revenir parce que l'intérêt est sans doute tout à fait modeste. Et puis, on parlera des thérapeutiques adjuvantes, comme la vitamine D, la vitamine C, le zinc. Beaucoup de patients reçoivent beaucoup de médicaments. Donc, il y a beaucoup de pharmaciens en ligne. Eh bien, il faut bien dire clairement que tous ces médicaments ne servent à rien. Dans une pandémie, la prise en charge des patients est un élément clé de la riposte, mais l'expérience et le bon sens des anciens nous enseignent que finalement, c'est en faisant très simple qu'on a les meilleurs résultats. Et donc, il faut faire des ordonnances les plus courtes possibles et s'interroger toujours sur la pertinence des prescriptions. Malheureusement, un peu comme le principe de précaution, en pandémie, la létalité des maladies, la- les services d'urgence submergés, l'hypermédiatisation font perdre le bon sens à beaucoup de praticiens et on se met à prescrire beaucoup de choses sans aucun recul. Donc il faut revenir aux grands principes de la médecine clinique et des maladies infectieuses qui sont des choses finalement très très simples. Alors, je reviens sur le profil évolutif de la maladie. Vous avez sur cette diapositive les différentes phases de la maladie que vous connaissez probablement. Après l'infection, après la contamination, vous avez une phase de réplication virale qui va durer entre 7 et 10 jours. Et à cette phase, effectivement, va être corrélée à l'apparition de manifestations pseudo-grippale et puis d'un tropisme plutôt respiratoire de la maladie, mais pas uniquement. Et puis vous avez une deuxième phase de la maladie après la deuxième semaine où chez certaines personnes, il y a une hyperinflammation, un orage cytokinique et une hyperréaction du corps qui finalement cherche à chasser le virus, si on veut faire simple. Et cette hyperréaction va entraîner des anomalies vasculaires, notamment au niveau des poumons, et va entraîner cette fameuse pneumonie à Covid-19 qui va être responsable d'une hypoxie qu'on appelle d'ailleurs une hypoxie silencieuse, parce qu'il y a un point très important sur le plan clinique, c'est qu'on a découvert avec cette maladie que les gens ne ressentent pas leur détresse respiratoire et que finalement c'est les chiffres de l'hématose, c'est-à-dire la mesure de la PaO2 à la saturation à l'oxymètre, qui est très faible, alors que finalement cliniquement les gens ne sont pas très dyspnéiques, ont une fréquence respiratoire satisfaisante et n'ont pas de signe de cyanose.
et ils arrivent souvent trop tard à l'hôpital. Et donc, il y a un vrai sujet sur la surveillance précoce des patients. Et c'est le saturomètre qui fait foi et non pas la clinique. C'est l'inverse d'une pneumonie à pneumocystis ou d'un œdème aigu du poumon où le malade est très rapidement dyspnéique et donc très facile à reconnaître. Donc là, c'est un point majeur. Alors la physiopathologie, simplement, hein, effectivement, au départ, le virus va pénétrer via les récepteurs, et notamment les récepteurs de l'angiotensine, hein, convertase, et puis il y a ensuite cette cascade cytokinique. C'est ce qu'on a découvert sur cette maladie. Hein. Il y a vraiment une hyperinflammation qui va se traduire d'ailleurs par la persistance de fièvre chez ces malades sévères, et puis sur le plan biologique, par des tas de marqueurs de l'inflammation jusqu'aux interleukines comme l'IL-6, etc. Toutes choses qui, bien sûr, ne se dosent pas dans tous les pays du monde et qui n'ont pas un intérêt majeur, puisque finalement, l'orage cytokinique est corrélé à la C-réactive protéine. Donc on peut faire simple, on n'a pas besoin d'avoir un laboratoire extraordinaire pour repérer les malades sévères. Mais disons que l'intensité de l'inflammation est corrélée à la réponse cytokinique était un facteur de gravité à surveiller, d'où l'intérêt de monitorer quand même sur le plan biologique les patients à haut risque de formes graves. Et puis donc, cet orage cytokinique va entraîner le plus souvent quand même une pneumonie interstitielle sévère, hein, liée à une atteinte finalement vasculaire, hein, une espèce de thrombopathie, et finalement un tableau d'œdème pulmonaire interstitiel, un tableau de pneumonie interstitielle diffuse. Et puis on a remarqué également des problèmes de coagulation avec une fréquence très élevée des thromboses veineuses, hein, et notamment de l'embolie pulmonaire qui, lors de la première vague au printemps 2020, a emporté beaucoup de patients. Donc il y a un vrai sujet sur la coagulation. Donc ça, c'est très important pour vous à retenir parce que dans votre ordonnance initiale de prise en charge d'un patient, si c'est un sujet qui a des facteurs de risque de thrombose antérieure ou qui a une très forte inflammation biologique, il sera cohérent et utile de lui proposer une prophylaxie de la thrombose. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose de simple. Et très souvent, dans les ordonnances, c'est quelque chose qui est oublié, alors qu'on a donné 3 antibiotiques et des tas de vitamines aux patients, ce qui n'est pas pertinent. Alors voilà un exemple de pneumonie à Covid-19 avec ces images en verre dépoli. Hein. Alors images assez typiques mais non spécifiques, attention, hein, voilà, c'est de l'imagerie. Le diagnostic de la maladie repose sur un diagnostic virologique. On ne fait pas un scanner de Covid-19 sur un diagnostic de Covid-19 sur un scanner. Bien entendu qu'il y a des formes très typiques, mais il y a aussi des formes atypiques en fonction du stade d'évolution. Et la rigueur du diagnostic repose sur l'isolement, bien sûr, du virus et puis, exceptionnellement, le diagnostic de rattrapage par sérologie. Ça, c'est important parce qu'on a aussi parfois un manque de rigueur avec des diagnostics qui sont portés sur des scanners où il y a un petit peu de verre dépoli. Là, je vous montre des images extrêmement typiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce scanner, il a un intérêt pronostic, hein, puisque l'importance de la diffusion, hein, au-delà de 25% et au-delà de 50%, vous savez quand même que globalement, si le malade a quelques facteurs de risque, plus de 50 ans, obèse, hypertendu, plus de 50% de diffusion pulmonaire, vous allez avoir un malade à prendre en charge. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester à domicile en surveillance. Il y a des chances qu'il atterrisse à l'hôpital. Alors, en France, pour prendre quelques exemples, hein, il faut retenir que la maladie à Covid-19, ça reste une maladie bénigne. Hein, 95% des gens n'atterrissent pas à l'hôpital. En France, il y a globalement 3% des patients qui sont hospitalisés. Et au sein de ces 3%, vous avez 25% des gens qui passeront en réanimation. Donc là encore, il faut prendre du recul. Hein. Bien sûr que comme il y a des millions d'infections, il y a beaucoup de monde dans les hôpitaux, mais globalement, retenons quand même que 95% des gens vont faire une forme bénigne, et notamment les gens de moins de 50 ans et les gens jeunes, notamment les adolescents qui peuvent être vecteurs, mais qui ne font pas de forme grave. Donc ça, c'est quand même important à retenir. Alors, quel est l'arsenal thérapeutique en 2021 pour la Covid-19 ? Vous avez sur cette le résumé des propositions thérapeutiques avec des éléments en prophylaxie. Je ne parlerai pas bien sûr de la vaccination, je parlerai de ce qui est disponible en post-exposition, comme les anticorps monoclonaux par exemple, je vais y revenir. Et puis vous avez à la toute phase précoce de la maladie, quand les gens sont infectés, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. Attention, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Par des antiviraux, des anticorps monoclonaux, ou alors de booster l'immunité. C'est par exemple
avec d'autres molécules ou d'utiliser l'interféron, hein, on y reviendra. Donc ça, c'est les pistes actuelles sur la phase précoce. Il est évident que si on peut interrompre la réplication virale très tôt, on va diminuer la charge virale des gens, on va diminuer la transmissibilité, donc on va avoir une efficacité sur la diffusion de l'épidémie. Mais bon, pour être clair, on va y revenir, mais ça ne fonctionne pas très bien pour l'instant. Ce sont des pistes intéressantes. À la phase dite tardive, c'est à la phase, on va prendre un exemple simple de la pneumonie Covid-19, quelqu'un qui a de la fièvre, qui tousse, qui a une détresse respiratoire et qui justifie de l'oxygène. C'est dans ce contexte-là qu'ont été étudiées la plupart des molécules. Et là, on a un choix assez important d'antiviraux sur lesquels on va revenir sur les principaux d'entre eux. La thérapeutique du plasma de convalescence, les anticorps monoclonaux qui apparaissent dans les pays du Nord, mais on va en parler, c'est des produits compliqués, extrêmement onéreux. Et puis, on a finalement ce traitement anti-inflammatoire pour contrecarrer l'orage cytokinique, et avec un vieux médicament, hein, qui sont les corticoïdes, qui finalement, en 2021, apparaissent comme le produit phare, hein, dans notre prise en charge thérapeutique au quotidien, alors que c'est un médicament essentiel de l'OMS, pas cher, facile à trouver. Donc il ne faut pas s'en priver, mais après, encore faut-il appliquer le bon protocole et savoir vraiment sur quelle population cible la thérapeutique est la plus utile. Il y a vraiment aussi une réflexion dans cette pandémie, dans la prise en charge thérapeutique, sur à quel moment j'utilise la molécule pour quel patient. La cible thérapeutique est très importante, hein. Et ça, j'y reviendrai. Et puis, on a toute l'optimisation des thérapeutiques actuelles, l'importance de l'oxygénothérapie, qui est un problème en Afrique, hein, puisqu'il y a des problèmes de ventilation, l'optiflow n'est pas très développé, etc. L'oxygène est parfois, on a vu dans certains pays dans le monde, il y a des ruptures d'oxygène, il y a des problèmes de bouteilles d'oxygène, etc. Donc c'est un vrai sujet qui, chez nous, effectivement, n'a pas posé de problème et a permis de développer des nouvelles techniques de ventilation, d'oxygénation. Donc ça, c'est un point majeur, l'oxygénation des patients. On a ensuite les anticoagulants, et puis je reviendrai sur les anti-infections. Donc ça, c'est un petit peu notre arsenal thérapeutique. Maintenant, on va voir un petit peu comment on peut jouer avec ces différentes armes thérapeutiques et à quel stade de la maladie on va utiliser les médicaments, ceux qui méritent d'être utilisés parce qu'ils ont une certaine pertinence au moment où on discute, et puis ceux qu'on peut clairement jeter à la poubelle parce qu'ils n'ont pas montré d'efficacité et on n'a pas de temps à perdre dans cette prise en charge. Donc on va, à la phase précoce de la maladie, hein, au départ, parler un peu des antiviraux, de l'interféron et des anticorps monoclonaux. Alors, premier médicament dont vous avez beaucoup entendu parler en Afrique et que vous avez largement utilisé, hein, ce sont les médicaments qui ont été considérés peut-être avec un pouvoir antiviral comme l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, qui sont pour l'un un antiparasitaire et pour l'autre un antibactérien. Ces deux molécules in vitro avaient au départ, dans certaines hypothèses, montré une certaine efficacité sur le virus SARS-CoV-2, mais in vivo, les résultats ont été beaucoup plus décevants. Et vous avez sur cette diapositive le résumé en fait, hein, de l'efficacité de l'hydroxychloroquine, quel que soit le stade de la maladie. Et bien maintenant, avec un an de recul, hein, et en vous épargnant les résultats de toutes les études internationales, on sait qu'en prophylaxie pré-exposition, ça ne fonctionne pas. En post-exposition, ça ne fonctionne pas non plus. Dans les formes ambulatoires, ça ne marche pas non plus. Et dans les formes modérées ou sévères chez les gens hospitalisés, oxygéno-requérants avec une pneumonie, ça ne fonctionne pas. On sait en revanche que sur le plan de la pharmacovigilance, il y a eu des alertes et il y a eu des problèmes de cardiotoxicité, notamment quand on associe l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui sont des drogues qui allongent le QT. Et on a tous en France, dans les rapports de pharmacovigilance ou dans notre expérience personnelle, eu des troubles du rythme cardiaque à gérer, voire des décès. Moi, dans mon hôpital, il y a beaucoup d'évacuations sanitaires qui viennent d'Afrique et je peux vous dire qu'on a perdu plusieurs patients sur des troubles du rythme parce que c'est des patients qui avaient été évacués avec ces thérapeutes.
associé bien sûr à un malade un peu grave, des troubles ioniques, hein, avec le potassium qui est un petit peu bas, des choses comme ça. Donc, c'est des produits qui, chez un sujet sain de 30 ans, sont faciles à manier, mais c'est des produits qui sont très difficiles à manier chez un malade sévère qui relève de la réanimation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Au départ, les études qui avaient été notamment réalisées en France, à Marseille, avaient été faites sur une population de patients pas graves et avec des biais méthodologiques très importants, sans groupe contrôle, etc. Je vous épargne le reste. Voilà. Donc là, il faut clairement dire que normalement, on ne devrait plus voir d'ordonnance d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, que ce soit faite par un praticien français ou un praticien du Sud. Malheureusement, quand à la consultation quotidienne, je regarde les ordonnances, j'ai encore à ce stade de la pandémie 30% d'ordonnances qui sont complètement aberrantes. Voilà. Donc là, s'il y a une seule chose à retenir de mon intervention, c'est le fait que voilà, les études ont été faites, elles sont reproductibles dans différents continents par différentes équipes. Elles sont donc robustes. Ces molécules, même si les hypothèses sont toujours intéressantes, ces molécules ne sont pas efficaces et donc on peut globalement maintenant s'en passer. L'azithromycine, bien sûr. Hein, donc là, bien entendu, ce que je raconte, ce n'est pas l'avis du docteur Rapp, ce sont des avis consensuels des sociétés savantes, des différentes instances. L'OMS, l'Agence européenne, l'Agence française ont maintenant réussi à conclure sur ces données grâce aux différentes grandes études menées d'ailleurs pour partie en Afrique ou au Brésil par l'OMS et qui ont maintenant donné leurs conclusions. Voilà, donc là, on oublie ces deux molécules qui n'ont pas démérité dans d'autres indications, mais aucun intérêt dans le Covid. On avait également en étagère des petites choses, et donc on a essayé de voir les antiviraux, les médicaments du VIH-Sida, et parmi les médicaments qu'on a utilisés dès le départ de la pandémie, c'est le lopinavir, ritonavir, qui existe beaucoup dans les pays du Sud, sous le nom de Caletra, ou d'autres noms d'ailleurs en Afrique. Là aussi, absence de toxicité, il n'y a plus aucune recommandation au moment où je vous parle à utiliser cette drogue, et vous savez que ça donne des toxicités rénales qui sont difficiles à gérer, notamment sur des malades sévères. L'ivermectine, que vous connaissez bien, un antiparasitaire largement utilisé, très bon médicament pour les parasites, aucun intérêt non plus au niveau de l'efficacité clinique. Il y avait eu quelques données in vitro, mais in vivo, ça ne fonctionne pas. Donc ne perdons pas de temps avec cette molécule. La colchicine a été plus récemment étudiée. La colchicine, c'est un médicament qui est utilisé dans les arthropathies goûteuses, dans le chondrocalcinose. C'est un médicament qui a une très bonne propriété anti-inflammatoire. Donc l'idée de l'utiliser un peu comme les corticoïdes sur l'orage cytokinique avait été mise en avant. Et finalement, avec un an de recul et des études qui ont été bien menées, il n'y a aucun intérêt d'utiliser la colchicine. Idem pour les statines. À chaque pandémie, on nous revend un peu les statines, qui sont un excellent médicament en prévention cardiovasculaire. Et à chaque fois dans l'infection, on revient sur les statines dès qu'il y a une nouvelle maladie. Malheureusement, là aussi, aucune efficacité non recommandée. Voilà. Donc, voilà, globalement, on peut faire des ordonnances très simples et très courtes. Dans le Covid-19, il n'y a pas besoin d'essayer d'associer des tas de molécules. Alors, l'interféron, là aussi, ce n'est pas si facile que ça à manier. L'interféron, on s'est rendu compte dans le SARS-CoV-2 qu'il y avait des déficits de production et d'activité des interférons chez les patients ayant des formes graves de Covid. C'est quelque chose qui est finalement observé dans de nombreuses infections. Et ce n'est pas tellement nouveau. Et bon, ça a été encore un peu revisité dans les études, les grandes études de solidarité de l'OMS, avec des perfusions d'interférons, des injections sous-cutanées d'interférons. Et puis, au moment où je vous parle, en France, on fait une étude en ce moment sur les malades pas graves à risque de formes sévères avec des inhalations d'interférons. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné, quel que soit le stade de la maladie, et surtout pas au stade précoce. On n'a pas encore les résultats de l'étude française Coverage. On les attend. À titre personnel, je ne suis pas très emballé. Je ne pense pas que ça va révolutionner grand-chose. Et je suis même toujours un peu surpris que les chercheurs réutilisent toujours les mêmes choses et ne soient pas parfois un peu plus innovants. On fait beaucoup de recherches sur étagère. On essaie de recycler des choses. C'est un peu surprenant. Voilà. Et bon, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de financement, beaucoup de compétitions, donc il y a eu beaucoup d'hypothèses. Il faut peut-être après que le tri sur les différents candidats thérapeutiques soit meilleur. En tous les cas, en France, on est en train de nous réorganiser pour mieux trier les initiatives thérapeutiques pendant les pandémies, parce que là, c'est parti un petit peu dans. Donc,
en phase de post-exposition précoce, ben, vous voyez que pour l'instant, le résultat des courses n'est pas extraordinaire, hein, on reste un peu sur notre faim, on n'a pas encore trouvé la solution. Alors la solution, elle repose peut-être sur les anticorps monoclonaux. Alors je le dis tout de suite, les anticorps monoclonaux, ce n'est pas pour les pays du Sud, hein, c'est 1 000 € la dose. Voilà, je suis cash. C'est un produit qui a été fait pour les Américains. C'est ce qu'a reçu le président Trump quand il a fait son Covid ou pseudo-Covid, parce qu'on n'a pas son dossier. Euh, voilà. Alors, c'est la grande piste en Europe. Actuellement, on est à fond sur les anticorps monoclonaux. Et dans les hôpitaux français, le gouvernement nous pousse à utiliser ces anticorps monoclonaux. Alors, le mécanisme, hein, c'est bien entendu, ces anticorps, ils viennent empêcher la pénétration du virus dans les cellules, ils limitent la réplication virale. Et donc, c'est attractif, hein, bien sûr, puisque ça peut permettre d'avoir une clairance plus rapide de la charge virale, de réduire la durée des symptômes et donc de jouer sur la transmissibilité de la maladie. Donc, c'est intéressant. Et les études de phase 3 qui ont été menées et publiées dans des grandes revues montrent qu'il y a une réduction du taux d'hospitalisation à 1 mois. Il n'y a pas beaucoup de données hein, sur la létalité pour l'instant. Donc les cibles, ça serait les patients à haut risque de forme grave. Hein. Si on les donne très précocement au début de la maladie, dans les 5 premiers jours, on pourrait interrompre la cascade virale puis inflammatoire et donc avoir beaucoup moins de gens hospitalisés et donc réduire la létalité. Donc ça, sur le plan théorique, sur le plan, voilà, ça paraît très attractif. En pratique, bon, voilà, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça à utiliser. Alors, en Europe, pour l'instant, et en France, on a ce qu'on appelle des protocoles thérapeutiques d'utilisation, hein, des protocoles encadrés. Ce n'est pas des médicaments qui disposent d'une AMM et qui sont faciles à trouver. Il y a différents anticorps. Bon, je vous passe les noms savants. Il y a des monothérapies comme le bamlanivimab, et puis on a des bithérapies qui utilisent 2 anticorps monoclonaux associés. C'est plus logique parce qu'avec la monothérapie, on sait qu'il y a une d'émergence de mutants, et avec l'émergence des mutants sud-africains et brésiliens en Europe et notamment en France, ça pose question. Donc pour l'instant, ces anticorps, ils sont réservés aux souches sauvages du virus, globalement le virus chinois, et au virus anglais. Ils ne sont pas réservés au virus sud-africain et brésilien. Alors, en France, l'indication, c'est les formes symptomatiques légères et modérées chez les adultes ayant un test virologique positif dans les 5 premiers jours de la maladie, chez des gens qui ne sont pas graves et qui ne sont pas oxygéno-requérants. Donc, c'est un petit peu pendant la phase d'auto-isolement du patient dans les 7 premiers jours. Si on va rapidement faire son test PCR, rapidement faire son criblage pour connaître la nature du variant, il faut à ce moment-là lui donner le traitement. La difficulté, c'est que c'est une perfusion intraveineuse qui se fait à l'hôpital. Ça ne se fait pas au lit du malade à domicile, ça se fait à l'hôpital. Donc en France, on est en train de trouver des solutions. On a une centaine d'établissements répartis sur tout le territoire qui sont capables de recevoir ces patients en hôpital de jour pour avoir une perfusion. Mais vous voyez, c'est un peu contraignant. Hein. Donc diagnostic précoce, criblage rapide, le délai des 5 jours, ça fait quand même des molécules pas simples, plus un coût à 1 000 €, plus un passage à l'hôpital, et puis ensuite, compte tenu du risque d'émergence de résistance, un suivi virologique. Donc c'est très attractif sur le plan de l'hypothèse scientifique, c'est moins facile sur le plan pratique. Et puis en plus, bien sûr, à l'échelle de la planète, s'il s'avérait que c'est intéressant, c'est pas si facile que ça à produire les anticorps monoclonaux, c'est quand même compliqué à produire et extrêmement coûteux. En tous les cas, c'est une piste intéressante qui commence à peine là en France et en Europe. Chez les Allemands, ont commencé en premier. C'est utilisé un petit peu aussi aux États-Unis. Donc là, il faut un peu guetter les résultats. Alors, donc, les cibles, hein, on les a donc réservées aux patients les plus fragiles. Donc, on est vraiment sur des sujets qui sont avec un cancer, une chimiothérapie en groupe, chez des transplantés d'organes, chez des gens qui ont dialysé pour une insuffisance rénale sévère, etc. On est vraiment sur des gens qui ont un traitement immunosuppresseur comme le rituximab, qui est très utilisé en Europe dans les pathologies auto-immunes. Et puis ensuite, on est sur des pathologies particulières, sclérose latérale amyotrophique, fibrose pulmonaire idiopathique, myopathie, bon, des malades dont on sait qu'ils sont à haut risque de faire une forme grave et de décéder. Donc là aussi, il faut trouver cette cible. Cette cible, elle est finalement un peu plus étroite. Alors, il y a une deuxième cible un peu élargie qui sont les plus de 70 ans avec une comorbidité comme l'obésité, la bronchite chronique avec insuffisance respiratoire chronique, l'hypertension et le diabète, l'insuffisance rénale chronique. Donc là, il y a une deuxième niche un peu plus importante. Et puis, on l'a autorisé en France chez les patients de plus de 80 ans.
Chez nous, il y a beaucoup de patients âgés, hein, bien sûr, dans le Covid. Il y en a un peu moins maintenant que la vaccination en EHPAD a commencé à bien avoir une couverture de plus de 85% en France. Mais globalement, on avait encore beaucoup de patients âgés, donc ça pourrait être une application. Mais la vraie réserve du produit, c'est la précocité de l'administration. 5 jours pour avoir à la fois un diagnostic, un criblage, etc. C'est un peu court. Abordons maintenant la phase tardive. Donc la phase tardive, pour faire simple, c'est un patient qui a une pneumonie à Covid-19, qui a 3 litres d'oxygène, qui est hospitalisé dans un lit parce qu'il a des comorbidités et qu'il a du mal à respirer. Et il est donc oxygéno-requérant avec, on va dire, 3 litres au lunette. Donc ce patient, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire ce qu'on appelle le standard of care, c'est-à-dire voilà, les traitements que l'on sait faire actuellement, l'oxygène et essentiellement, on verra des corticoïdes. Hein, c'est à peu près ça, des antalgiques, des antipyrétiques. On en est à peu près, et une bonne hydratation, on en est à ce standard-là. Ensuite, est-ce qu'il y a intérêt à lui rajouter des antiviraux spécifiques? Est-ce qu'on doit utiliser des immunomodulateurs, notamment des anti-interleukine 6 pour un orage cytokinique important? Est-ce qu'on pourrait utiliser du plasma de convalescent ou est-ce qu'on a d'autres thérapeutiques qui pourraient s'avérer pertinentes? Alors, globalement, le pilier hein, de la prise en charge d'un patient Covid, quelle que soit sa situation dans le monde, c'est la corticothérapie. On sait maintenant, avec un bon recul et des études fiables, que la corticothérapie est efficace chez les sujets oxygénoréquérants. Alors, l'oxygénoréquérence, hein, c'est une saturation inférieure à 94% en air ambiant ou 90% chez l'insuffisance respiratoire. Donc, ça se mesure avec un oxymètre, hein, bien sûr, un saturomètre. Ça, c'est vraiment important. On sait également que chez les patients de plus de 70 ans, le bénéfice-risque individuel est moins fort et les études sont moins concluantes, mais globalement, notre expérience montre que ça marche bien, mais ça mérite quand même d'être discuté de façon un peu collégiale, ce qui est toujours bien d'ailleurs dans la prise en charge de la Covid-19. Donc en France et dans les études internationales aux États-Unis, en Europe, le médicament qui a été validé, c'est la dexaméthasone à la posologie de 6 mg par jour pour une 10 jours maximum. À défaut, il y a des correspondances. Hein, vous savez que 6 mg de dexaméthasone, c'est 40 mg de presdisone, donc c'est deux comprimés de cortencil 20 mg, un médicament qu'on trouve sur tous les continents. Voilà. On peut également utiliser l'hydrocortisone. Donc là, on est vraiment sur un anti-inflammatoire simple, facile à manier. La corticothérapie intraveineuse, ça va faire monter la tension artérielle du patient, ça peut générer un diabète secondaire, mais c'est quand même des choses qui se surveillent sur des durées courtes, ça se gère pas trop mal. On peut également faire de l'administration par voie orale assez rapidement dès que les gens sont plus confortables. En revanche, les études ont validé cette corticothérapie sur un groupe de patients bien précis qui sont ces patients oxygéno-récurrents à plus de 3 litres minute. C'est-à-dire que globalement, chez les patients ambulatoires qui sont en autosurveillance dans les 7 premiers jours de la maladie sans aucun signe respiratoire, il n'y a aucun intérêt à donner les corticoïdes. Ça n'a jamais été validé. On se demande même si c'est intelligent à la phase de réplication virale d'utiliser une corticothérapie. Voilà. De même que voilà, chez les malades hospitalisés, parce ils ont de la diarrhée, ils sont très fatigués, ils sont très âgés, mais ils n'ont pas de besoin d'oxygène, on n'a pas validé le bénéfice de la corticothérapie. Donc là, c'est tout le problème des études. Hein, dans la vraie vie, hein, le travail des cliniciens et des pharmaciens, c'est de proposer la bonne molécule à la bonne personne. Hein. Et pour ça, effectivement, il faut s'intéresser aux études qui vont nous donner vraiment la cible thérapeutique. Voilà. Malheureusement, l'hypermédiatisation de cette pandémie hein, fait que finalement, le message que les gens retiennent, la corticothérapie et le traitement de la Covid-19. Voilà. Et ça, c'est un raccourci. Hein. Voilà, on n'a jamais validé que ça avait un intérêt dans les formes ambulatoires. Les formes ambulatoires, elles guérissent spontanément dans 95% des cas. Donc, il n'y a pas de traitement à donner en dehors du paracétamol chez les gens qui ont de la fièvre. Mais ça, c'est vrai que c'est des messages qui ont du mal à passer puisqu'on raccourcit toujours dans les médias les choses. Alors, je m'arrête 2 minutes sur les anticoagulants. Là, c'est très important. Hein, on a vraiment perdu des patients à la première vague sur l'absence d'anticoagulation dans les formes avec un gros syndrome inflammatoire ou chez des gens ayant un facteur de risque de thrombose. Donc là, il faut vraiment anticoaguler vos patients dès qu'ils ont un gros syndrome inflammatoire, dès que vous savez qu'ils vont être alités dans les pneumonies avec oxygénoréquérence, il faut utiliser une prophylaxie de la thrombose. Donc, c'est les évaporines de bois moléculaire surtout, mais
Euh, il y a trois niveaux de protocole. Il y a un premier niveau qui est une prophylaxie habituelle. Il y a un niveau où l'intensité de l'inflammation, notamment le fibrinogène, hein, qui est un deuxième marqueur associé à la C-réactive protéine. Quand vous avez un fibrinogène à 6, 7, 8 grammes, vous avez un facteur de risque de thrombose important. Et donc là, il faut les anticoaguler. C'est pour ça que, au-delà de l'imagerie thoracique, une prise de sang un petit peu globale sur un Covid, c'est intéressant. Ça va vous donner quand même une orientation par rapport à ce risque de thrombose. Donc, il faut les anticoaguler pendant l'hospitalisation. Et puis, 7, 8, 10 jours après, on a perdu pas mal de patients qui sortaient de l'hôpital et qui, dans le mois suivant, faisaient une thrombose et notamment une embolie pulmonaire. Voilà. Donc là, il faut toujours penser à ça. Et donc, l'anticoagulation est vraiment une mesure importante. Vous savez qu'en cas d'insuffisance rénale, on va l'adapter bien sûr à la clairance rénale. Mais donc là, il faut être vigilant là-dessus. C'est quelque chose qui avait été un peu négligé au départ et maintenant ça fait partie on va dire, du package thérapeutique. Les anti-infectieux, alors gros sujet, les anti-infectieux, hein. Le coronavirus, c'est un virus. Les antibactériens qui ont été largement utilisés sont efficaces sur des bactéries. Il y a peu de co-infections bactériennes chez les gens qui ont la Covid-19 dans les formes ambulatoires non hospitalisées, c'est très faible, pas du tout comme la grippe, hein. On n'est pas sur le même schéma de la grippe qui fait le lit du pneumocoque ou du staphylocoque. Là, on est vraiment avec des co-infections rares. Quand votre patient est en réanimation, il a à ce moment-là une co-infection de bactéries importante parce qu'il va faire des pneumonies acquises par ventilation mécanique et on est dans le monde du nosocomial, c'est complètement différent. Mais globalement, un des premiers réflexes des praticiens dans la Covid-19, c'est de mettre des antibiotiques, notamment bien sûr de l'azithromycine sur les premières études qui avaient été menées et l'hypermédiatisation, notamment en Afrique, de l'azithromycine. Aucun intérêt de prescrire une antibiothérapie. Voilà. Et donc, au fil de la pandémie, on a reculé sur l'utilisation de ces anti-infectieux qui ne sont absolument pas pertinents. Donc, la pertinence, c'est vraiment quand vous avez un patient qui a un scanner déjà très pathologique avec des foyers de surinfection, des condensations parenchymateuses associées au syndrome interstitiel. Là, c'est intéressant, c'est un malade qui s'aggrave. Là, vous allez donner une antibiothérapie probabiliste d'une pneumonie bactérienne qui va devoir couvrir le pneumocoque plus les germes de l'écologie locale. Et donc, c'est de l'augmentin ou de la pristanémycine ou une céphalosporine de troisième génération. Mais là, vous êtes déjà sur un Covid confirmé avec un scanner pathologique et certainement une oxygène-réquérence. Voilà. Donc, la place des antibactériens, elle est très étroite, de même que la place des antifongiques. Il y a un peu d'aspergillose en réa, etc. Elle n'a rien d'extraordinaire. C'est comme toutes les pneumonies graves en réanimation. Donc les antibactériens, j'ai mis anti-infectieux, mais en fait les antibactériens n'ont pas d'efficacité sur le virus et donc n'ont pas d'intérêt en dehors de co-infections finalement avérées ou d'un malade très sévère chez lequel on ne peut pas documenter une co-infection. Donc ça, c'est écrit dans toutes les recommandations internationales, mais si on faisait un audit aujourd'hui sur les malades Covid-19 des différents continents, on aurait la mauvaise surprise de voir qu'il y a un mésusage de l'antibiotique dans le Covid-19 et c'est dommageable. Alors, autre dog intéressante, c'est les immunomodulateurs. Donc, les immunomodulateurs, ce sont des médicaments qu'on utilise déjà beaucoup en France dans les cancers ou dans certaines maladies inflammatoires. C'est des produits qui vont, pour faire simple, bloquer un peu bloquer l'orage cytokinique. Et on a notamment des anti-interleukine 6 à notre disposition et il y a des études qui ont été réalisées au niveau international sur une molécule qui s'appelle le tocilizumab, dont il faut, à mon avis, parler parce qu'au départ, même si c'est un médicament qui est réservé aux formes graves, donc c'est des pneumonies oxygéno-réquérentes, hospitalisées ou pneumonies d'animation. Les essais au départ n'ont pas été concluants. Pour l'instant, le tocilizumab dans les différentes recommandations internationales n'est pas recommandé en dehors d'essais cliniques. Mais au moment où je vous parle, il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont conduits dans différents pays avec des premiers résultats qui ne sont pas inintéressants. Et notamment, on peut considérer, et en France et à Paris, dans les hôpitaux, c'est un produit qu'on utilise un peu en deuxième intention quand on a des patients sous dexaméthasone avec une non-réponse inflammatoire, hein, une persistance d'une hyperinflammation, avec très souvent une CRP encore élevée, un fibrinogène élevé, une hyperféritinémie. Hein, il y a un espèce de tableau de syndrome d'activation macrophagique sur le plan de la biologie. Et sur ces patients-là, le fait d'utiliser le tocilizumab est sans doute
intéressant avec des résultats en termes de réduction de passage en réanimation qui ont été intéressants. On n'a pas pour l'instant d'études qui ont montré une réduction de la létalité à J30, mais il y a des travaux en cours. Donc, il y a une étude qui s'appelle Corimmunotocidex en France sur une trentaine de centres qui est en cours. Moi, mon expérience personnelle, nous, c'est un médicament que j'ai beaucoup utilisé depuis 1 an dans mon hôpital. J'ai l'impression que ça a sauvé des patients, que ça peut être intéressant. L'étude actuelle, elle a justement pour objectif de valider la dexaméthasone versus un autre bras associant systématiquement dexaméthasone et tocilizumab. Voilà. Donc là, sur le plan technique, c'est intrinsèquement intéressant d'essayer d'utiliser des produits pour contrer cette cascade cytokinique. D'autres produits de la même famille ont été testés et sont maintenant sortis du champ des possibles parce qu'ils ne se sont pas montrés efficaces. Donc ça, c'est un peu le dernier immunomodulateur qu'on a en stock qui pourrait être intéressant et donc ça mérite d'être discuté. Voilà. Alors là aussi, c'est pas un produit, c'est un produit qui se passe en perfusion d'1 heure. Il y a 2 perfusions à J0, J3. C'est pas infaisable, mais c'est un produit qui est quand même assez coûteux. C'est plus de 1 000 € la dose. Hein. Donc on n'est pas là non plus dans une thérapeutique des pays du Sud pour l'instant. Voilà, ça c'est quand même à reconnaître. Le remdesivir, donc le remdesivir, vous avez dû en entendre parler, c'est un antiviral qu'on avait utilisé contre la maladie à virus Ebola. Il était sur étagère. On a eu l'idée, bien sûr, de l'utiliser dans le SARS-CoV-2, et notamment les Américains qui ont mené ces études avec ce laboratoire américain et un agrément assez rapidement de la FDA. Au moment où on parle maintenant, avec un peu de recul, ben, finalement, le niveau de preuve est assez faible et c'est un médicament qui n'est pas facile à manier, qui donne des insuffisances rénales. Il est en perfusion complexe sur plusieurs jours. Voilà. Certains pays l'utilisent un peu dans les formes graves de pneumonie, etc. Nous, en France, on ne l'utilise plus du tout. Il n'est plus actuellement recommandé par l'OMS en dehors d'essais cliniques randomisés. Donc, le remdesivir est sans doute une piste qui vient se clôturer. Le plasmate convalescent. Donc là, le plasmate convalescent, hein, bien sûr, dans toutes les maladies nouvelles, on s'intéresse à cette solution. Dans Ebola, on a fait les mêmes études et ces études, ce questionnement est pertinent. Avec 1 an de recul, là, dans la grande étude Recovery hein, internationale, sur plus de 5000 patients, le plasmate convalescent ne fonctionne pas. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile ces études de plasma de convalescent. Est-ce que les gens chez qui on prélève le plasma ont un taux d'anticorps suffisant, etc. Bon, voilà, il y a l'éternel problème de à quel moment on prélève le sérum, etc. Bon, là, nous, on a une étude qui s'appelle Coviplasm à Paris et en France actuellement, on n'a pas encore les résultats, mais pour l'instant, c'est assez décevant. Ça pourrait être réservé à des gens qui ont des déficits en lymphopénique, déficit lymphopénique B, bon, donc des situations pathologiques très, très particulières, mais la réponse, un peu comme dans le virus à Ebola, est décevante. Il n'y aura pas d'avenir pour le plasma de convalescent dans la COVID-19. Les thérapeutiques adjuvantes, alors là, on pourrait en parler 2 heures, hein, parce que ça a beaucoup plu à tout le monde, ça a été hyper médiatisé. Et la tradimédecine qui est forte dans les pays du Sud est très forte en plein Paris, hein, il faut le dire, avec une appétence très forte des Français pour l'homéopathie et les plantes. Et donc là aussi, on a tout eu. Là, je vous ai mis finalement 3 choses qui sont les moins aberrantes, hein, même si elles ne sont pas efficaces. Donc la vitamine C, aucun intérêt, hein, là, bien sûr, hein, aucune propriété antivirale. Donc les gens, s'ils ont envie de prendre de la vitamine C en récupération d'un Covid-19, pourquoi pas, mais en tous les cas, pas dans le schéma initial thérapeutique, pas d'intérêt. La vitamine D, beaucoup d'articles sur la vitamine D. Vous savez qu'en France, quand on fait un dosage de vitamine D, 70% des Français sont carencés en vitamine D. Voilà, donc tout le monde devrait faire une petite cure l'hiver, c'est pas un problème. Donc là aussi, hein, c'est le problème, il n'y a pas d'association entre vitamine D et Covid, c'est une coïncidence. Hein, voilà. Quand les gens font un Covid-19 en plein mois de novembre, vous faites un dosage de vitamine D, ce dosage de vitamine D, il est trop bas. Voilà. Donc on peut aussi rayer le problème de la vitamine D. Le zinc, très à la mode aussi. Hein, donc en Afrique, là, vous avez beaucoup prescrit toutes ces trois thérapeutiques adjuvantes avec un peu d'azithromycine et d'hydroxychloroquine. Voilà, en Afrique, quand nous, les patients évacués, c'est en moyenne une ordonnance de 7 médicaments, dont au moins 2 antibiotiques et 2 ou 3 thérapeutiques adjuvantes. C'est à peu près le package. Et donc là, il faut oublier tout ça. Hein, voilà. Aucun intérêt. Le zinc, ça marche dans la prévention. Voilà, dans les diarrhées de l'enfant, ça a été validé. Mais en dehors de ça, aucune validation pour le zinc.
Voilà, alors mes propos peuvent paraître un peu sévères, hein, mais en fait, c'est quand même, là encore, pas l'avis du docteur Rapp, c'est les conclusions des différentes études avec 1 an de recul, des études internationales par différentes équipes sur plusieurs continents. Et puis, c'est le recul de la prise en charge, hein. Et avec 1 an de recul, on se rend compte qu'on sauve beaucoup de patients avec de l'oxygène, quasiment que de l'oxygène et un peu d'hydratation et de paracétamol, qu'une autre partie des patients va justifier une corticothérapie et que finalement, les patients qu'on ne sauve pas, c'est-à-dire c'est les 10% des gens qui vont à l'hôpital, la létalité, hein, dans les réanimations européennes est entre 7 et 12%. Ce sont des malades en fait souvent âgés avec des comorbidités, des formes très graves. Et effectivement, pour l'instant, sur cette cible thérapeutique, on n'a pas de, quand les gens ne répondent pas aux corticoïdes, on est en difficulté. Et c'est pour ça que la recherche doit se poursuivre. Comme pour la vaccination, il faut absolument trouver des antiviraux. Et au moment où je vous parle, on n'a pas d'antiviral réellement actif. Et donc, on a trouvé ces corticoïdes qui sont une solution intéressante, mais qui vont sauver globalement moins de la moitié des gens. Il faut le dire. Mais donc, les messages essentiels, c'est finalement le plus important pour vous, c'est de bien évaluer votre patient initialement à la première phase de la maladie, hein. Voilà. Quels sont ses facteurs de risque, quel est son terrain, est-ce qu'on peut faire de la biologie simple mais pertinente qui va évaluer le risque de thrombose, qui va évaluer l'intensité de l'inflammation, est-ce qu'on a une imagerie qui évalue la diffusion de la maladie, est-ce qu'on peut le surveiller simplement à domicile avec un saturomètre et monitorer son oxymétrie. C'est ça le plus important pour reconnaître les formes graves. Et puis ensuite, dans les formes graves, dès que les gens sont oxygénorequérants, c'est l'utilisation précoce de la corticothérapie. Pour l'instant, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Alors bien sûr, c'est pas très excitant, ça fait pas très innovant, mais malheureusement, on en est là. Et avec une thérapeutique bien conduite, à l'échelle collective, on a des résultats. Voilà, c'est ça qui est important à dire. C'est voilà, c'est si vous faites sur 1000 personnes ce protocole, vous allez avoir du résultat. Donc il faut pas faire dans la dentelle, il faut faire des choses simples et robustes. Et avec ça, on a quand même des résultats qui sont intéressants, même si bien entendu on est frustré et on voudrait faire mieux. Et l'autre deuxième point important, et j'en ai terminé, c'est l'intérêt des études de bonne qualité, randomisées, multicentriques, internationales, où effectivement, dès qu'il y a un nouveau produit, vous devez, les praticiens, pharmaciens, cliniciens, inclure vos patients dans des essais cliniques bien menés, de façon à ce qu'à delta T, quelques mois plus tard, on ait des réponses sur la pertinence ou non des différentes thérapeutiques. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci beaucoup, Christophe. C'était super. Vraiment, on a fait un point complet et très clair, on va dire, et dynamique. Merci. C'est ce qu'il fallait. Merci. Voyons. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à être fatigués, mais est-ce qu'il y a quelques questions? Oui, peut-être juste une réaction ici de ma part. Merci beaucoup encore une fois, M. Rapp, par rapport à cette présentation qui nous a beaucoup vraiment édifié sur les différents cas de prise en charge qui se font au ça et là. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de faire des retours à tous ceux qui vous ont qui ont eu à vous référer des patients, particulièrement donc venant d'Afrique, par rapport à ces différentes aberrations dont vous faites mention? Merci. Oui, merci pour votre question. Oui, bien entendu, on essaie toujours d'échanger sur le plan scientifique avec les équipes de correspondants avec lesquels on travaille, mais pour être tout à fait honnête, euh, les, la discussion de la pertinence des thérapeutiques, elle se pose aussi, elle ne se pose pas qu'avec les pays d'Afrique ou les pays du Sud, elle se pose aussi en Europe, dans différents pays, ou même en France, entre différents praticiens, parce qu'il y a eu des prises de risques ou des orientations thérapeutiques différentes. Mais oui, on est toujours dans l'échange, parce qu'il est évident que l'expérience accumulée, elle doit servir à ça. Et maintenant, d'ailleurs, c'est dans la littérature internationale, ça ne l'était pas au début, maintenant, c'est dans les recommandations. Donc, en Afrique, par exemple, vous avez quand même comme cadre de base les recommandations de l'OMS. Elles ne sont pas toujours pratico-pratiques, mais globalement, ça reste quand même un cadre qui doit servir de référence. Et au fil du temps, l'OMS explique des choses qui sont robustes. Donc, il faut, à mon avis, toujours aller à l'essentiel quand on est
moins armés sur le plan technique pour prendre en charge les malades. Il faut être d'autant plus clinicien et d'autant plus simple. Je répète à tous que les communications des orateurs seront disponibles sur le site de Remède. Et pour ceux qui m'ont envoyé leur adresse, on leur enverra directement. Jean-Loup, s'il te plaît, tu m'entends? Oui, je t'écoute. Oui. Écoute, excuse-moi, mais je voudrais juste répondre à une question qui a été posée par Émile parce qu'elle est très, très importante. Et bien sûr. C'est Mélanie Huchère. Vous êtes toujours en ligne, Mélanie? Bon, en tout cas, si Mélanie écrit « La vaccination touche au génome humain. La technologie est différente de tous les autres types de vaccination jusque-là connus. Et de plus, le génome africain présente des variabilités si différentes d'une race à l'autre. Alors, le vaccin est un problème. » Alors, je tenais vraiment à répondre à cette question parce que c'est pas mal exprimé, mais je n'ai pas eu le temps de bien expliquer tout à l'heure. Non. La technologie mRNA ne touche pas au génome humain. Pas du tout. Je vous ai dit que le RNA, synthétisé in vitro, inclus dans une particule nanolipidique, était injecté directement à l'homme où il va tout de suite dans une cellule, ne rentre pas dans le noyau au grand jamais qui est entouré d'une membrane, mais il va directement dans le ribosome qui est dans le cytoplasme. Et vous savez que c'est le ribosome qui est cette usine à protéines, l'organisme dans lequel il va être lu pour exprimer la protéine S. Et je vous ai dit qu'il était extrêmement fragile. À peine a-t-il fait son travail qu'il disparaît. Donc vraiment, non, au grand jamais, non. Alors là, certainement, la vaccination ne touche pas au génome humain. Voilà, ce que je tenais absolument à dire parce qu'il y a confusion, bien sûr, comme on manipule le gène du virus, etc., mais ce n'est pas le génome humain. Ça va, voilà. Oui, non, mais très bien. Je pense qu'on reparlera de ça encore. Simplement, donc, j'essaye de noter tous les adresses mail que vous m'envoyez. Il y en a beaucoup, très bien. Et de toute façon, dites bien que tout sera sur le site de Remède. On va mettre ça très rapidement sur le site de Remède. Vous pourrez retrouver toutes les interventions et les questions. Oui. Salut. Ah, bon. Oui, vas-y. Qui, moi? Allez-y, oui. Victoire? Allez. Madame Benao. Madame Benao. J'ai une question pour le professeur Christophe. Bon, il a balayé un peu de la main les vitamines telles que la vitamine C, la vitamine D et puis le zinc. Bon, mais en tant que pharmacien quand même, et nous conseillons souvent aux gens de prendre des vitamines pour avoir une certaine immunité, parce qu'il faut d'abord pouvoir se défendre. Donc, quand il dit aucune efficacité, donc ça finit par vous rendre un peu déprimant, parce que bon, moi je pense qu'il faut quand même essayer de conseiller aux gens d'avoir une forme et de pouvoir résister d'abord au virus, ou bien en tout cas d'avoir une immunité suffisante pour combattre. Voilà, c'était ma préoccupation. Mais on comprend votre préoccupation, mais il n'y a pas de lien entre finalement cette immunité entre immunité et carence vitaminique et Covid, parce que le mécanisme qui tue les gens dans le Covid, c'est un orage cytokinique, c'est pas uniquement et c'est pas du tout un mécanisme d'immunodépression, c'est un mécanisme vasculaire lié à cet orage cytokinique qui va abîmer les micro-vaisseaux du poumon qui vont abîmer le poumon très rapidement et donner une détresse respiratoire. Donc, c'est un mécanisme très particulier. Donc, on ne voit pas comment les vitamines pourraient interférer avec ce mécanisme. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite,
il n'y a pas non plus de corrélation entre carence vitaminique et réplication virale de SARS-CoV-2, etc. Donc les vitamines, elles ont leur place en récupération d'une asthénie post-infectieuse chez un malade sorti de l'hôpital ou une forme pas grave qui va guérir, mais avec aucune validation scientifique, puisque les 3/4 des vitamines qui sont prescrites, en dehors des gens qui ont des carences, n'ont pas d'intérêt. Voilà, les vitamines, ça n'a d'intérêt que quand les gens sont carencés. Alors en Afrique, il y a peut-être dans certaines populations des carences vitaminiques, c'est encore que c'est de moins en moins vrai quand même, hein. Mais si vous voulez, on ne voit pas comment la vitamine C, qui est vendue largement dans le monde pour ses propriétés, pour récupérer, etc., ça n'a jamais été validé par de nombreuses études. Et vous qui êtes pharmacienne, vous savez quand même que la pharmacopée est faite de 90% de médicaments qui ne servent à rien, hein. Et vous travaillez en Afrique avec les médicaments essentiels. Donc là, je crois que le mot essentiel, en période de pandémie, il est majeur. Voilà, on n'a pas besoin de ce type de produit. Voilà. Mais bien sûr que les gens, c'est compliqué quand on est pharmacien, les gens, ils sont inquiets, il y a un problème de réassurance, le docteur a la même chose. C'est plus facile de prescrire une ordonnance à un patient que de lui expliquer pendant 30 minutes que l'ordonnance n'est pas utile. Et donc, pour un pharmacien qui a du travail, c'est la même chose. Mais il faut bien vous rendre compte sur le plan scientifique que ces produits n'ont pas d'intérêt par rapport au Covid-19. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les prescrire en asthénie post-infectieuse quand les patients vont vous dire « je suis fatigué ». Mais là, il s'agit de prescriptions qui sont de facto dès la première ordonnance quand le patient consulte. Et l'erreur, c'est que finalement, les gens perdent du temps parce qu'ils attendent les 4-5 jours de zinc, de trucs, d'azithromycine, et ils vont consulter au 6e jour, et là, ils sont déjà en hypoxie silencieuse et ils sont graves. Donc, plutôt que de leur prescrire ça, il faut leur prescrire des saturomètres. Et en Afrique, les saturomètres, vous n'en avez pas plein les pharmacies. Donc, les gens ne se surveillent pas. Et voilà, ils surveillent la température, ils prennent leurs vitamines et leur azithromycine et leur hydroxychloroquine, mais ils n'ont pas de saturomètre. Et donc, à un moment, après, en pleine nuit, ils vont commencer à faire une détresse respiratoire à J7, J10, qui est la phase d'aggravation de la maladie. Et donc, ils ont été mal surveillés et ils vont arriver trop graves pour les cliniciens et réanimateurs qui récupèrent les patients. Et c'est pour ça que ce message, je parais un peu sévère dans mes propos, mais là encore, c'est de l'expérience et c'est la réalité de ce qu'on a vécu depuis un an, et il n'y a pas d'études qui montrent que les vitamines sont intéressantes. Les derniers travaux de qualité ont été faits et montrent bien que ça n'a aucun intérêt dans la Covid-19.